Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, les titres. Au Kenya, 60 ans après l'insurrection sanglante des Mao Mao, Londres débloque 23 millions d'euros pour des mauvais traitements infligés durant la période coloniale. Les autorités maliennes et les groupes armés Touareg occupant Kidal sont actuellement à Ouagadougou pour des négociations sous l'égide de la médiation burkinabé. Nous serons tout à l'heure en ligne avec notre envoyé spécial Sekou Tangara pour en parler. 60 ans après l'insurrection sanglante des Mao Mao, le gouvernement britannique accepte d'indemniser des milliers de Kenyans pour des mauvais traitements subis durant la période coloniale. Chaque plaignant recevra près de 3 000 euros. C'est avec émotion et fierté que ces vétérans Mao Mao ont accueilli la nouvelle. Après 4 ans de bataille judiciaire engagée par des victimes, Londres reconnaît enfin sa responsabilité dans les atrocités commises lors de la répression des insurgés kényans à l'époque coloniale. Le gouvernement britannique reconnaît que les Kenyans ont été soumis à des tortures et à d'autres formes de mauvais traitements entre les mains de l'administration coloniale. Le gouvernement britannique regrette sincèrement que de tels abus aient pu être commis. Le ministre britannique des Affaires étrangères a également annoncé que le gouvernement verserait un peu plus de 23 millions d'euros aux quelques 5 000 victimes défendues par le cabinet d'avocats londonien Leyday. Mes clients sont venus me voir pour la première fois dans mon hôtel à Nairobi il y a 10 ans. L'idée de traduire en justice le gouvernement britannique tant d'années après les faits paraissait impossible. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous obtenons des compensations et des excuses. À Nairobi, ce n'est pas la compensation financière que l'on retient, mais les regrets. J'ai été détenu pendant 7 ans avec mon père. Ce n'est pas la décision d'indemniser qui est suffisante, c'est la déclaration. Dans les années 50, les Mao Mao, issus de la communauté kenyane Kikuyu, mènent des attaques contre les autorités coloniales britanniques. Leur objectif, récupérer les terres fertiles du centre du pays, monopolisées par les colons blancs. La répression britannique est extrêmement violente et fait 10 000 morts selon l'estimation la plus basse. Des dizaines de milliers de personnes sont enfermées dans des camps de concentration où ils subissent les pires sévices, comme la castration. Cette période particulièrement sombre de l'histoire de la Grande-Bretagne dura 8 ans, de 1952 à 1960. La lutte des Mao Mao a représenté une étape clé vers l'indépendance du Kenya, acquise en 1963. La décision d'indemniser les victimes pourrait mener des ressortissants d'autres anciennes colonies britanniques à envisager une action contre Londres. Au Mali, les combats entre l'armée et le MNLA à Néfis ont fait 32 morts selon un nouveau bilan communiqué par l'état-major. Ce bilan est contesté par la rébellion Touareg. L'armée malienne reste pour le moment à Anéfis, localité située à une centaine de kilomètres de Kidal. Les deux parties se sont déclarées prêtes au dialogue. Et justement, le gouvernement malien et les groupes armés entament cet après-midi à Ouagadougou, au Burkina Faso, les négociations en vue de la résolution de la crise du nord du pays. Pour en parler, nous avons en ligne de Ouagadougou notre envoyé spécial Sekou Tangara. Bonjour Sekou. Oui, bonjour Mahmoud Kaba. Alors Sekou, que sait-on déjà de ces négociations? Oui, Kaba, il faut d'abord signaler que les pourparlers proprement dit commencent à 16h au palais présidentiel de Kosiam. Le président du Faso, médiateur dans la crise malienne, est revenu de Paris seulement hier nuit et la matinée d'aujourd'hui a été consacrée au dernier réglage. Nous avons personnellement assisté à un véritable balai, à d'incessants va-et-vient entre le palais de Kosiam et un hôtel de Ouagadougou, où sont logées les parties prenantes à ces discussions. Et selon un proche du dossier, il s'agit pour le médiateur d'abord d'avoir le consensus avec le gouvernement et les mouvements armés par rapport au point de discussion et par rapport également à la méthodologie de travail Mahmoud Kabadeki. Alors Sekou, quel est l'état d'esprit des protagonistes dans ces négociations? L'état d'esprit des protagonistes, c'est une très bonne question. Je suis présentement dans cet hôtel de Ouagadougou où sont logés les mouvements armés et l'état d'esprit semble bon jusqu'à preuve de contraire. Vous
Vous savez qu'elles sont pratiquement 3 entités à s'être mises ensemble pour ces discussions avec le gouvernement malien. Il y a le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, le HCUA. Il y a le mouvement arabe de l'Azawad, le MAA. Et il y a enfin le mouvement national pour la libération de l'Azawad, le MNLA. Il semble être le seul groupe extrémiste à avoir remis en cause souvent l'intégrité territoriale du Mali, sinon que les 2 premiers cités, à savoir le HCUA et le MAA, reconnaissent le Mali dans ses frontières et pensent que Kidal fait bel et bien partie du territoire malien. Donc, partant de ce principe, on peut espérer à une issue heureuse à la fin de ces premiers pourparlers, puisque Mahmoud Kabadekite, il faut le signaler, autant il y a une feuille de route générale pour la transition malienne, autant il y a une feuille de route pour le processus de dialogue et réconciliation. Et le 10 juin 2013 est la date butoir pour la signature d'un accord, notamment sur la tenue de la présidentielle sur l'ensemble du territoire malien, et précisément à Kidal, Mahmoud Kabadekite. Voilà, merci Sekou pour ces précisions. Merci Kaba. Au Mali, l'Assemblée nationale a adopté au cours de sa séance plénière la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 5 juillet prochain. Le projet de loi initié par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et de l'aménagement du territoire avait été adopté par le Conseil des ministres extraordinaire du mardi 4 juin dernier. Adopté par le Conseil extraordinaire des ministres en date du 4 juin 2013, l'état d'urgence a été prorogé pour une 3e fois pour parer à toute éventualité. Suite à l'occupation et l'insécurité causée jadis par la présence des bandits armés, des terroristes et autres narcotrafiquants sur l'étendue du territoire. C'est pourquoi, dans les recommandations, l'Assemblée nationale a formulé à l'endroit du gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'ordre public et la tranquillité des populations, d'éviter des abus éventuels afin de veiller au respect strict de la date du 28 juillet, prévue pour le premier tour de l'élection présidentielle. Tous les candidats, d'une manière ou d'une autre, sont sur le terrain aujourd'hui et personne n'a interdit à un candidat de faire ce qu'il peut faire dans les règles conformément aux dispositions réglementaires. Cela est connu de tout le monde. Pour certains députés, l'état d'urgence renouvelé pour une 3e fois, ça n'est de trop. Même sans l'état d'urgence, l'État doit jouer pleinement son rôle. Que l'État prenne ses responsabilités et empêcher de faire du désordre à Bamako, ou bien même plutôt pousser cet État-là à obliger l'armée malienne à aller libérer Kidal, plutôt que de nous faire un état d'urgence qui prive d'autres Maliens de leur activité et de leur gagne-pain. Ce n'est pas le moment de faire la fête. Je pense que les concerts, les manifestations culturelles, vraiment ça peut attendre. Il y a vraiment plus important. On sait que des gens en vue, mais il y a plus important, c'est la situation de notre pays. Pour certains, l'état d'urgence a beaucoup aidé la population à échapper à certains abus. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé par rapport aux dépenses des mariages. D'autres députés voient l'état d'urgence sous d'autres angles. Depuis l'instauration de l'état d'urgence, certaines couches de la société manquent de revenus, comme par exemple certains artistes. L'état d'urgence ne saurait donc être source de restrictions. En définitive, ce projet de loi pour la prorogation de l'état d'urgence a été adopté par 118 voix pour, 1 contre, 2 abstentions. Au Rwanda, plus besoin maintenant d'aller très loin pour chercher de l'eau potable. Les fontaines ne sont plus qu'à des centaines de mètres tout au plus des habitations. Le programme d'assainissement s'est tout simplement inspiré de la théorie de Newton sur la gravitation. Pour arriver jusqu'à ce point d'eau, les villageois doivent parcourir plusieurs kilomètres. Ici, dans la province du sud du Rwanda, la corvée incombe souvent aux enfants et aux femmes. Mais l'installation récente de plus de 600 points d'eau dans les villages et les écoles de la province est en train de changer la donne. Avant, aucun homme de notre quartier n'allait chercher de l'eau dans la vallée. On laissait cette tâche aux femmes et aux enfants. Mais maintenant, les hommes vont aussi puiser de l'eau et ça a diminué les tâches ménagères car les hommes y participent. Les nouveaux points d'eau fonctionnent grâce à une solution à la fois innovante et toute simple. Pour éviter de dépendre de l'électricité, le programme d'alimentation en eau potable a mis le relief de la région à contribution. De la source, située sur une colline, aux fontaines en contrebas, c'est la gravité qui fait circuler l'eau. On utilise l'énergie naturelle de la gravité, qui est une énergie
disponibles en abondance et donc ça permet aussi d'avoir des coûts de l'eau qui sont beaucoup plus bas et donc qui permettent un accès plus facile pour les bénéficiaires. Plus de 20 000 personnes ont désormais un point d'eau potable à moins de 500 mètres de chez elles. Les maladies liées à l'eau non potable ont diminué parce que maintenant on boit de l'eau de bonne qualité. Les autorités nous ont sensibilisés sur les bienfaits de l'eau potable. L'eau de la vallée était infestée de vers de toutes sortes. Les enfants tombaient souvent malades à cause de ça. Ici, dans le district de Nyaruguru, plus de la moitié des habitants n'avaient pas accès à l'eau potable près de chez eux avant l'arrivée du programme. Aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée, mais à l'échelle du pays, plus d'un Rwandais sur 4 doit toujours parcourir de longues distances avant de trouver de l'eau. Et maintenant, on met le cap sur la République démocratique du Congo. Les transporteuses, ce sont ces silhouettes recourbées par leurs sacs qui traversent les rues de Bukavu pour quelques centaines de francs CFA. Ces femmes parcourent jusqu'à 1 kilomètre pour vendre leur cargaison de manioc, des cargaisons souvent bien plus lourdes qu'elles. De petites fourmis lourdement chargées. On les voit tous les lundis et vendredis dans les rues de Bukavu. Simiré est l'une de ces fourmis, une transporteuse comme on dit ici. Le sac sur son dos pèse à peu près 70 kilos. Elle en porte une dizaine par jour pour gagner de quoi nourrir ses 8 enfants. Je quitte la maison à 6 heures du matin et j'arrive au marché à 8 heures. Dès que j'arrive, je me mets au travail, parfois même jusqu'à 19 heures. C'est sur ce marché que Simiré et les autres transporteuses trouvent leurs clients. Tous ces sacs contiennent des morceaux de manioc qu'il faut acheminer jusqu'aux maisons. Des trajets qui font en moyenne 1 kilomètre. Il y a 13 ans, les transporteuses se sont regroupées dans une association. Elles ont aujourd'hui des clients fidèles. Les taxis n'arrivent pas jusqu'ici. Et même si c'est parfois le cas, les taxis nous coûtent plus cher que ces femmes. Pour chaque sac transporté, ces femmes gagnent 1000 francs CFA. Les taxis en demandent autant pour un sac de 50 kilos de moins. Mais combien de temps porteront-elles tout ce manioc? Ces femmes ont bien conscience qu'avec l'âge, les trajets deviennent de plus en plus durs. Nous demandons que les autorités nous aident à trouver un travail décent. Parce que ces colis si lourds ne peuvent pas laisser intact le corps des femmes qui les transportent. En attendant, ce soir encore, elles se partagent la recette. 5000 francs CFA chacune, 8 €, avec lesquels elles devront nourrir leur famille durant 3 jours, jusqu'au prochain marché, jusqu'au prochain sac de manioc. Autre chose à présent, au Cameroun, le rappel à l'ordre de l'ART aux opérateurs du secteur des télécommunications, l'agence de régulation des télécoms dit HALT, à l'installation anarchique des pylônes et autres antennes de relais. Elle appelle désormais les opérateurs à mutualiser leur installation. C'est du joli ça. Une capitale hérissée, dirait-on. Des pylônes partout et n'importe où. Il semble même que les cimes ici soient prisées. Plus c'est haut, mieux ça vaut. Au-delà de l'aspect peu esthétique, on sait bien que c'est dangereux pour la santé, toutes ces ondes transportées et relayées, ça et là. Le législateur avait vu loin, lui qui pourtant a pris le soin, à force des cris, de tenter d'y mettre un ordre a priori. Loi en 2010 sur la communication électronique, décret du Premier ministre en juin 2012, puis l'arrêté du ministre des Postes et Télécoms qui fixait les conditions d'implantation des pylônes et mâts relais le 18 avril 2013. Enfin, cette mise en demeure du régulateur de secteur, ART, le 14 mai dernier. Les opérateurs au fond la sourde oreille, dans une affaire qui est même, semble-t-il, à leur avantage. C'est à n'y rien comprendre. Le partage d'infrastructures, c'est une solution idoine pour les opérateurs d'éviter d'investir davantage et partager les infrastructures qui existent. Cette solution permet également de renforcer la concurrence entre les opérateurs. Elle permet également d'éviter la destruction de l'environnement. Désormais, il faudra s'attendre à ce que la mutualisation enfin s'installe. Un pylône, plusieurs opérateurs, charge partagée. Les pylônes hors normes à la casse. Et celui qui murmure encore dans la salle,
Là, été après vérification, devoir notamment servir de mise en demeure. Et si, dans l'échéance, les opérateurs ne se conforment pas à cette mise en demeure, les sanctions sont extrêmement lourdes, en majorité pécuniaire. Donc, ce que je dois dire, c'est qu'elles relèvent des centaines de millions. Il y aura des dégâts collatéraux aussi, c'est sûr. Tous ceux qui louaient leur toiture à coups de millions de francs, l'État est rentré dans leur cacahuère. Autant que la santé, la beauté, ici, celle de la cité, a un prix. C'est tout pour Afrique Midi. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.